Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dave Leduc, champion du monde de Lightweight, discipline dans laquelle il est invaincu et a défendu son titre à plusieurs reprises. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, il s'agit du sport de combat de percussion le plus permissif au monde, où les combattants s'affrontent à main nue, ils peuvent frapper avec les poings, les pieds, les genoux, les coudes et même la tête, sans style imposé, car il n'y a aucun comptage de points. C'est-à-dire que si aucun des deux combattants n'est déclaré KO pendant le combat, alors c'est un match nul. Bref, je vous laisse découvrir cet épisode, un peu plus long que d'habitude. N'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois pour ceux qui n'auraient pas l'habitude du format, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur le podcast. C'est Martin. C'est ça, c'est Martin. Enchanté, Martin. Enchanté également, c'est un grand honneur de te recevoir. Merci. C'est cool ton nom de famille, Wack. Ouais, c'est ça. En français, ça se prononce VAC, comme si c'était un V. OK. Mais ouais, quand c'est des étrangers, tout le monde m'appelle WAC et ça va, je l'accepte assez bien. C'est vraiment cool. Mais c'est quelle origine? C'est germanique. Germanique, OK. Ouais. Je suis né très près de la frontière allemande. Allemande. Puis le W, c'est Volkswagen, c'est vrai. Exactement, ouais, c'est ça. Ah, OK, je comprends. C'est ça. Bon, bah écoute, merci de venir passer sur le podcast. Franchement, je suis très honoré. C'est un podcast qui est tout récent, comme tu le sais. Oui. Et tu es notre 5e invité. Voilà. Voilà. Et c'est super cool. Du coup, je me suis beaucoup renseigné sur toi. Je te connaissais, je te suivais déjà bien avant que tu deviennes vegan. Voilà, parce que je pense que en tant que pratiquant de sport de combat, on ne peut être que fasciné par le Lightweight, hein. C'est quand même la forme ultime de striking qui existe aujourd'hui. En effet. En effet, ouais, voilà. Donc c'est quelque chose et puis tu es un peu un des seuls occidentaux à t'être représenté dans cette discipline. Beaucoup de gens, beaucoup de fighters se sont essayés en Letto, que ce soit des Russes, des Américains, des Européens. Beaucoup ont tenté un peu de. Mais les plupart arrivaient avec la même mentalité, la même base. Donc, ils s'entraînaient peut-être en boxe thaï, en MMA. Puis, ils s'en allaient là avec la même mentalité. Et les Birmans étaient vraiment trop. Comme je te dirais, comment l'expliquer? C'est un peu trop. Ils maîtrisaient déjà beaucoup plus leur style que les étrangers. Ouais. Exact. Donc, dans le corps à corps, avec le coup de tête, avec la densité de. D'habitude, je fais les entrevues en anglais, donc je cherche mes mots. La densité des os, la résilience. Oui, tu veux dire que même leur corps, il était préparé à cette discipline Exact. beaucoup plus qu'un Thaï ou qu'un étranger qui est habitué au style du Muay Thai ou du MMA tel qu'on le connaît, quoi. Pas bien dit, exactement. Donc, la plupart, ils tombaient, ils étaient beaucoup ensanglantés à cause des coups de tête qu'ils ne voyaient pas venir et tout. Donc, j'ai vraiment essayé d'arriver là-bas avec un. Ça faisait longtemps que je planifiais la chose. Donc, même quand j'étais au Canada, au Québec, je m'entraînais avec mon coach, mon Sifu. Donc, la mentalité tu faisais du sanda, c'est ça? Exact. Tu as débuté par ça. Alors, c'est cool d'entendre parler parce qu'en fait, je ne savais pas avant de me renseigner que tu avais fait du sanda. Et moi-même, c'est une discipline que j'ai découverte il y a quelques années parce qu'il y a un club qui s'est ouvert près de chez moi en zone rurale, ce qui est assez rare, hein, tu vois, en France. Et j'ai découvert ce sport qui est assez varié quand même et dont on ne parle pas assez dans la préparation des MMA fighters aujourd'hui, qui vont beaucoup vers le Muay Thai, qui n'est pas forcément le plus intelligent dans la gestion des takedowns et de ce genre de choses qui prépare assez bien au MMA. Donc c'était intéressant de voir que toi, en fait, tu avais commencé par ça. Donc, mon coach est un Sifu en Jeet Kune Do. Donc, on vraiment, tout est permis dans le style modifié. Donc, c'est pas le traditionnel Wing Chun. Puis, on faisait beaucoup de Sanda. Donc, moi, je m'intéressais. J'ai jamais fait le traditionnel Jeet Kune Do. Je faisais les cours de full contact, de combat de Sanda. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, ça a été important pour moi de commencer avec ça pour faire toutes mes les takedowns, juste la mentalité aussi est différente parce que si on regarde un peu la boxe thaï, ça m'a jamais vraiment attiré parce que c'était très tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. C'est très technique, mais c'est très
C'est C'est pas super prévisible, je trouve un petit peu. exactement, Mmh. exactement. C'est pour ça qu'il y a une misconception que je faisais du Muay Thai. J'ai jamais fait de Muay Thai, même avant mon premier combat en Thaïlande. C'est juste que on sait très bien que c'est très accessible d'aller faire un combat en Thaïlande. C'était très. Donc, c'est l'endroit parfait pour monter ton niveau, pour monter ton nombre, monter ton. Donc, moi, mon but depuis le début, c'était d'aller me battre en Letway au Myanmar. Mais quand je commençais les arts martiaux, le Myanmar était encore très fermé, très inaccessible. Et j'avais des amis qui allaient déjà en Thaïlande. Donc, je me suis dit, un jour, je vais aller en Thaïlande pour monter mon niveau, pas mon niveau de striking, parce que je suis arrivé là-bas, j'ai rien appris en Thaïlande. J'ai vraiment, mon coach me disait, ne les écoute pas, ne fais pas comme eux, parce qu'ils vont te mettre dans la même boîte que tout le monde. Et si tu vas aller en Myanmar au Letway un jour, tu vas te faire détruire parce que tu vas te battre comme tout le monde. Donc, il reste unique, reste comme toi. Et ça, c'est bon pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit en business, en peu importe. Reste toi-même. Et je me faisais même dire par les coachs en Thaïlande, ah, fais ci, fais ça, change ça, change. Je les écoutais pas et je me suis même fait des ennemis par rapport à ça. Ils m'ont enlevé des tournois, en grosse pour une histoire courte, j'ai j'ai décidé d'aller là-bas pour euh, monter mon nom, donc avoir plus d'expérience et éventuellement me faire inviter pour aller combattre en Letway. Ce qui aurait été Ouais, peut-être c'était le but dès le début, quoi. T'étais exact. sûr de vouloir y aller, ouais. Mmh. Oui, parce que j'avais vu un article de Black Belt Magazine qui est connu, c'est comme un peu l'équivalent de Karaté Bushido en Ouais. France, mais Black Belt, c'est aux États-Unis. Puis j'avais vu un article sur la boxe birmane. Et moi, étant un peu le mouton noir dans tous les aspects de ma vie, j'ai toujours dit que je voulais faire des choses différentes que tout le monde, et tout le monde faisait les mêmes choses. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça c'est différent. Ça, c'est le mouton noir des arts martiaux. Ça, c'est le black sheep, comme on dit. Donc, j'ai dit ça, je vais le faire un jour, mais je ne savais pas comment. Parce que comment tu fais pour. La différence entre le Myanmar, le Letway et la Thaïlande et le Muay Thai, c'est que tu ne peux pas vraiment juste. Au moment où je commençais, maintenant, c'est plus accessible, mais tu ne pouvais pas juste te rendre là-bas et avoir un combat. Tandis qu'en Thaïlande, tu peux arriver là-bas et d'ici une semaine, tu as un combat. Donc, c'était vraiment. Je me posais vraiment la question, c'est comment je vais pour aller non, faire mon rêve de me battre en Letway. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure de plusieurs choses. Donc, j'ai fini par aller me battre en prison en Thaïlande. J'ai fait plein Ouais, de c'est choses ça. pour me faire tout ça pour me faire dans le but ultime d'aller au Myanmar. Ouais là, c'est en quelle année que ça se passe, ça? Enfin, en quelle année est-ce que tu arrives enfin à combattre, en Letway pour de vrai? Mon premier combat de Letway, c'est en 2016. Mon 2016. premier voyage en Asie, c'était en 2013, donc 3 ans plus tôt. Et puis, j'ai commencé à faire des combats là-bas parce que c'était très accessible. En Et Thaïlande, tu veux dire? exactement. Oui. Et puis, j'ai été un an après, en 2014, j'ai été invité à aller, après plusieurs victoires successives, j'ai été invité à aller me battre en prison, prison fight, près de Bangkok. Et puis, pour les auditeurs, je n'étais pas incarcéré, j'étais invité. J'étais pas, j'étais pas un prisonnier Et moi-même. juste une question par rapport à ça, parce que c'est vrai que les auditeurs, faut absolument qu'ils aillent voir un petit peu tes autres interviews et tout. Moi, j'ai un peu suivi tout ça. J'ai trouvé ça incroyable. Par contre, est-ce qu'on arrive à voir ce combat? Parce que je n'arrive pas à trouver, je n'ai pas réussi à trouver le combat que tu avais fait en prison. Est-ce qu'il a été filmé ou est-ce que c'est vraiment un truc à guichet fermé ou qui n'était pas rediffusé? Mhm. Oui, donc il n'y avait aucun média permis, donc seulement les 800 prisonniers dans la cour de récréation qui étaient là, et seulement une poignée de, de journalistes, donc comme Bangkok Post, des choses de BBC, je crois. Et il y avait un vidéaste, c'est un Allemand, que j'ai encore contact avec lui. C'est le seul qui a filmé le combat. Il me dit qu'il y a le combat. Mais à date, j'ai seulement des photos. Donc moi-même, j'ai juste vu des petits clips. J'ai juste revu des petits bouts où est-ce que je faisais des elbows, des coups de coude sur sur le dessus de sa tête. Mais j'ai pas vu le combat en son entier depuis ce jour. Mais je vais l'avoir. Je vais l'avoir. On travaille sur D'accord.
Ouais, donc, mais non, j'ai seulement des photos. On voit, c'était vraiment un combat ensanglanté. J'ai fait des coups de coude à répétition sur le dessus de sa tête. Et puis, ça a été vraiment, vraiment une belle bataille. Puis, ouais, exactement. Donc, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un gros. Mais juste un truc par rapport à ce combat en prison, est-ce que c'était un combat en Muay Thai? Est-ce que Oui, c'était dans les règles, les mêmes règles que tu peux retrouver dans n'importe quel tournoi traditionnel de Muay Thai où tu vas avoir un scoring system qui est un peu restrictif, on va dire, quand tu as un style différent comme le tien? Ou est-ce que oui. c'était beaucoup plus libre? Non, c'était vraiment un style Muay Thai. Donc, moi, ça ne m'a jamais vraiment avantagé parce que j'ai toujours gardé le style Letway qui était infliger le plus de dommages possible. Mais c'est pas nécessairement une bonne idée en Muay Thai parce que si tu utilises seulement tes mains ou tes coudes, tu ne gagnes pas autant de points que si tu utiliserais tes jambes. Et moi, mon style n'inclut pas beaucoup de kicks. J'utilise presque pas de kick aux jambes, seulement des push kicks frontal et Ouais. non circulaire. Donc, mon style n'a jamais été bon pour la Thaïlande. C'est pour ça que les gamblers, les parieurs ne m'aimaient pas parce que la plupart du temps, je finissais mes combats au premier round, qui est pas bon pour les parieurs. Parce qu'il parie à partir du deuxième ou troisième, je sais plus. Exact. Exact. Donc, c'était complètement. Je me faisais un peu détester, mais moi, je m'en fous parce que je savais que si je. Pas si. Quand j'étais pour me battre en Letway, il fallait pas. Il fallait le moins possible continuer le combat au-dessus de plusieurs rounds parce que c'est très dangereux pour se faire couper avec les. Parce on se bat à main nue. Donc, j'avais déjà la mentalité de finir le combat le plus vite possible. Mhm. Et d'ailleurs, bah, pour les auditeurs qui connaissent pas, le Letway, en fait, tu n'as pas de système de points. C'est-à-dire que si y a pas un KO net à la fin, les deux combattants, c'est un ex-aequo, c'est un draw, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il Ouais. n'y a pas de Nul. vainqueur. Voilà. Ouais, exactement. Donc, c'est combat. Il appelle ça KO to win. Donc, knockout pour gagner. Donc, il faut absolument knocker. En québécois, on dit il faut que tu knock. Il faut que tu knock ton adversaire. Et sinon, c'est un nul. Au Myanmar, il s'en fout vraiment un peu du résultat. Il aime seulement que tu délivres, que tu donnes une guerre. Il s'en fout un peu du résultat, malgré qu'il aime un beau KO. Mais c'est très différent dans la mentalité là-bas. Ils veulent vraiment juste une belle guerre. Et, euh, et oui, c'est KO to win. Il faut. Les coups de tête sont permis, main nue. Et toutes les takedowns sont permis, toutes les mises au sol sont permis. Donc, tu peux faire un suplex. Tu peux faire aussi des coups de midi à 6, donc 12 Ouais. to 6. Ouais, Euh, coup de haut en bas, quoi, hein, pour ouais, qui sont aujourd'hui interdits même en MMA. exactement. Donc, c'est très fluide, c'est très beaucoup de lignes grises en Letway. Même mon premier combat contre Tutu, mon premier combat en 2016, à la cinquième round, ou je crois, ou la quatrième, il a enlevé son protège buccal, comment tu appelles ça en français? Un protège-dents ou... Protège-dents. Il a enlevé son protège-dents au milieu de la ronde. Et personne n'a rien dit. Donc, pendant le combat, je le frappais, il était ensanglanté. Il enlève, il dit OK, parfait, c'est beau, là, on y va pour vrai. Il enlève son protège-dents en milieu du combat. Donc, les Birmans s'en foutent un peu parce que normalement, ça, c'est un championnat du monde, mais normalement, dans les combats locaux, dans les villages ou peu importe, la plupart des gars se battent sans protège-dents. Eh oui, oui, non, mais même en Thaïlande, c'est ce que j'ai vu quand j'y étais aussi. Il y a beaucoup de mecs, même à l'entraînement, qui mettent jamais Ouais. de gens, ce qui paraît un peu bizarre dans notre culture, quoi, où tu as quand même envie, après avoir combattu ou après t'être entraîné, d'aller sortir voir tes amis et quand tu fais un sourire, qui te manque pas trois dents, quoi. Ouais, mais en sparring, surtout avec des gros 8 onces ou des 10 onces Mm. en boxe taille, c'est plus. Surtout aussi, n'oublie pas qu'en boxe taille, les kicks sont beaucoup plus valorisés, donc il y a moins de coups au visage et c'est coussiné avec les gants. Ouais, Là, moi, je parle aussi en Letway, donc c'est sans gants, os à os, et c'est full contact dans un combat, un vrai combat. Donc, pas avoir de protège-dents dans un combat de Letway professionnel où tout est permis, avec les coups de tête, avec tout ça,
et le comparer à un combat de sparring avec des coussins sur les mains, Ouais. complètement différent. Tu me suis? Je vois. D'ailleurs, par rapport à ça, au niveau des entraînements, comment tu te prépares à l'entraînement? Est-ce que lors du combat, tu as aucune protection en Letway? Est-ce que du coup, quand tu t'entraînes, tu te protèges beaucoup ou est-ce que tu as tendance à t'entraîner, sans protège tibia, à main Ouais, nue ou ce genre de truc? très bonne question, Martin. Moi, je suis un peu je te dirais, la plupart des gens pensent pas ça de moi parce que, je sais pas, peut-être que c'est l'image qu'ils ont de moi, mais je suis très, très axé sur la longévité. J'ai beaucoup je suis très un grand fervent du rétablissement, de me protéger. Et oui, absolument. Je m'entraîne avec toutes les protections possibles en entraînement parce que je me dis, je veux protéger mes armes et mon corps pour le vrai combat et quand je suis payé. Je ne suis pas payé à l'entraînement. Je ne suis pas comme un peu le Sean Strickland, Strawn Strickland qui s'est battu contre un Français récemment. Lui, il se bat, ils se mettent KO en entraînement, ils se battent. Moi, j'essaie d'éviter le plus de blessures possible et je touche du bois, j'en ai jamais eu des très graves. Même accidentellement, ça m'est presque pas arrivé à moi, mais à mes coéquipiers, oui, de temps en temps. Mais oui, j'essaie de protéger. Donc, je fais mes pads, mes PAO, je les fais avec des gants parce que je me dis, je veux protéger mes armes. Je n'ai pas besoin de me blesser je pratique mes combinaisons, Ouais, tu mais pas envie de te péter la main sur un pad ou sur un sac trop dur, exact. pas trop Mais je le fais et je conseille même à tout le monde, peu importe leur discipline, je fais absolument 2 sessions à main nue sur le bag, sur le sac par semaine. Mais là, je axe et je fais attention à mes coups parce que les coups circulaires, les hooks sont dangereux, les crochets sont dangereux à main nue parce qu'on n'a pas de support au poignet. On ne se rend pas compte à quel point on est dépendant du hand wrap et du gant pour notre poignet. La plupart des, on se bat, on se part, on fait du bag avec un support. Et quand on l'enlève complètement, ça change complètement notre manière de s'entraîner, de combattre. Ouais. On est très dépendant. Surtout les crochets, comme tu disais, c'est quand je fais mes séances de sac, en général, depuis quelques années, je prends l'habitude de finir par mes derniers rounds en enlevant les gants, quoi, et même les bandes. Ça Et en change. fait, tu as l'impression que tu n'as plus aucune puissance dans tes crochets et qu'en fait, tu as tendance à plus mettre des espèces de slaps, tu vois, de mettre des gifles Exact. avec des gants plutôt que de vrais coups de poing avec les kento, quoi. Très Ouais. bien. Tu l'as vécu toi-même, tu vois la différence toi-même. Donc, c'est ça. Il y a des gens, des fois, qui disent maladroitement, oh, le Letway, c'est comme le Muay Thai, mais avec les coups de tête. Non, non, non. La mentalité change complètement. La manière de frapper, la manière de frapper sans gants et change la culture et change pas l'atmosphère, mais change le style de combat complètement. Et surtout, quand tu rentres au corps à corps, en plus, on rentre les coups de tête. Donc, il faut complètement protéger avec une main. Donc, on perd une main qu'on pouvait utiliser pour du clinch. On en perd une main pour protéger contre le coup de tête. Et c'est là que la plupart des Thaïs, des combattants Thaïs et même des étrangers qui combattent en Thaïlande se font surprendre avec le coup de tête dans le milieu parce qu'ils ne protègent pas. Et toujours pour rester juste sur le thème de l'entraînement, est-ce que tu arrives facilement à trouver des sparring partners qui sont OK, même avec des protections, pour tourner avec des coups de tête ou est-ce que tu es obligé de décomposer ton entraînement avec différentes personnes, peut-être des samboïstes qui ont un peu l'habitude des coups de tête, je crois que c'est autorisé aujourd'hui dans le sambo, ou que tu as vraiment des lightweight fighters qui sont OK pour sparer avec toi? Oui, puis tu as mentionné au début que j'étais le premier, mais maintenant, il y a beaucoup d'Occidentaux qui s'entraînent, qui combattent. Il y a des Polonais, des Ukrainiens, il y a des Slovaques, Canadiens qui font leur carrière en Lettonie. Et puis, parce que ça paye plus que le Muay Thai en général. J'ai même juste avant de répondre à ta question, j'ai même un, euh, un ami qui lui est iranien qui s'est battu contre, je pense, Sanchai en Thai Fight. Et on me disait il faisait environ 1000 $, euh, plus ou moins 1000 $ à Thai Fight. Et je lui ai trouvé un combat en Lettonie, son premier combat de Lettonie.
dans un village non télévisé, un combat gratuit, donc les spectateurs ne payaient pas. Et il a réussi à avoir, je pense, je lui ai donné 4 000 $. Donc, il a fait 4 fois plus qu'il faisait contre. C'était même pas contre une légende de l'Étoile. Donc, il a fait 4 fois plus qu'il a fait sur la plus grande chaîne télévisée en Thaïlande contre une légende de Thaï. Il a fait 4 fois plus dans un village au Myanmar. La raison, c'est parce que les gens, les promoteurs de l'Étoile, en général, ils veulent vraiment pousser la culture du Myanmar à travers le monde. Donc, ils vont aller chercher, ils vont bien payer leurs fighters. Et donc, c'est cool. Bon, pour revenir à ta question, j'en riais l'autre jour parce que mon entraînement est très difficile à faire, à imiter en vrai combat. Donc, je te dirais qu'en règle générale, je fais juste du sparring en mode kickboxing. Donc, c'est vraiment juste coup de pied, coup de poing, je fais même pas de genoux et on fait pas de clinch en sparring. Je vais séparer, comme tu dis, mon clinch. Je vais le faire avec des coups de tête. On met nos mains pour protéger. On fait des simulations, mais c'est vraiment. Ça reste que c'est comme tu gardes un chien en laisse. Je peux pas y aller, je peux pas m'entraîner à 100% comme que je vais faire un combat. Donc, c'est Oui, vraiment. tu peux pas faire un sparring complètement libre qui ressemble à tes combats, quoi. Exactement. Donc, je fais venir des. Comme là, j'ai un combat qui s'en vient cette année. Je ne l'ai pas annoncé encore, mais je vais faire venir un ou deux combattants de l'Étoile, un du Canada et un de l'Europe. Et puis, ça, je vais m'entraîner avec eux, mais on sépare le sparring. Donc, c'est vraiment coup de pied-point seulement en sparring. Et on se sépare après pour le clinch. Donc, c'est là qu'on voit comment on est apte, comment on est habile durant le combat, de tout mettre ensemble, parce que c'est très difficile de tout mettre ensemble durant l'entraînement. Donc, c'est un peu le petit challenge qu'il faut en Létoile de Oui. séparer l'entraînement. Le moment du combat, c'est un peu le moment où tu vérifies un petit peu la qualité de tout ton travail, parce que c'est là que tu vas tout mettre ensemble, quoi. Bien dit, bien dit. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, comment un Européen ou un Américain, il peut aller peut-être s'entraîner en Lettonie? Est-ce qu'il y a au Myanmar, est-ce qu'il y a aujourd'hui, donc c'est la Birmanie, hein, pour les Français qui ne Ouais. connaîtraient pas ce pays, je crois que ça s'appelle plus Birmanie aujourd'hui. Non, Myanmar. Myanmar, voilà. Avant, on appelait ça la Birmanie. Donc, c'est c'est un D'ailleurs, pays qui est plus ouvert qu'avant. Tu disais, est-ce qu'il y a des camps d'entraînement comme en Thaïlande? Est-ce que tu peux aller vivre dans un camp et t'entraîner comme on peut le faire en Thaïlande aujourd'hui? Oui, bonne question. Donc, juste pour continuer pour les Français, donc j'ai été récemment, je te dirais dans les derniers 2 ans, là, je viens de terminer mon contrat avec eux, mais Canal+, qui est très connu en France, en Europe, a ouvert une filiale en Birmanie, donc au Myanmar, donc Canal+ Myanmar, et je suis devenu l'ambassadeur du Canal+. Et toute l'équipe de Canal+ Myanmar étaient des Français, donc des cadres de la France qui ont immigré. Et donc, c'était vraiment cool. Et je parlais français au Myanmar avec toute l'équipe. On riait de mon accent, on riait de mes expressions des fois. C'est vraiment cool. Mais oui, j'ai eu des belles dernières années avec eux parce qu'on essaie de développer le Canal Plus en France. Et tout ça pour dire que en ce moment, c'est drôle parce que on n'entend pas beaucoup parler, on entend juste parler qui fait affaire ou qu'est-ce qui plaît à l'agenda politique mondial. On entend seulement parler de certains conflits, right? Mais le conflit au Myanmar en ce moment, c'est presque impossible de rentrer au Myanmar. Donc, ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai travaillé très fort depuis 2016 pour mettre l'Étoile en avant-plan mondial. On a fait les plus gros podcasts au monde avec Joe Rogan. On a été dans Canal+, on a fait des documentaires et tout et tout. Et j'ai toujours dit dans mes entrevues au Myanmar, j'ai dit, l'Étoile pas l'Étoile. Plus on met Myanmar en avant-plan, et excuse-moi, je recommence. Plus on met le Letway en avant-plan mondial, plus les gens vont s'intéresser au pays d'origine qui est le Myanmar, vont vouloir venir visiter, faire des camps, s'intéresser à la culture, la nourriture, les hôtels vont en bénéficier, etc., etc. Et ça s'en venait très bien. J'avais même organisé un gros camp, j'avais tout vendu. Et puis, au moment où ça se passe, on a le COVID qui a commencé.
Et pas longtemps après, il y a eu un gros coup d'État au Myanmar et qui a complètement anéanti en ce moment l'élan qu'on avait pris. Fait qu'en ce moment, je te dirais, vous pouvez essayer. Je ne sais pas à quel point, ils vont permettre les visas, mais jusqu'à tout récemment, c'était facile. On avait un système en place e-visa, électronique. Mais je pense qu'il faut se laisser quelques années. Pour l'instant, c'est difficile. Ça me fait tellement de la peine de dire ça parce que ça ralentit l'effervescence, ça ralentit l'élan du Letway garanti, pour sûr. C'est clair, c'est vraiment dommage. Est-ce que du coup, toi, je sais que tu as organisé des séminaires. Pardon, Oui. je sais pas si tu m'entends. Ouais. Oui, je t'entends. Je sais que tu as organisé des séminaires parfois, alors sûrement au Canada peut-être. J'ai vu que tu en avais organisé à Chypre aussi, peut-être même en France. Deux tournées mondiales. On a fait au-dessus de 35 pays, donc l'Espagne, l'Italie, j'ai fait la Norvège. Je retourne en Islande le mois prochain et en Pologne pour justement un séminaire le mois prochain. On avait, le seul pays qu'on n'a pas fait en Europe presque, c'est la France. Et on y allait, j'avais un séminaire de bouquet, comme on dit, c'était à Marseille, je crois, et ça a été cancellé à cause du COVID. Donc, j'y allais, on va revenir. Alors Dave, je te le dis, les restrictions Covid aujourd'hui, il y en a presque plus. Et si tu veux revenir à Marseille, c'est juste à côté de chez moi. Wow! Donc franchement, ce serait super, quoi. T'es Marseillais, c'est ça? T'es Marseillais ou non? Non, je suis né à Nice. Je sais pas si tu connais. Enfin, je suis pas né à Nice, mais j'ai grandi à Nice, dans le sud de la France. Donc, maintenant, j'habite un peu en zone rurale, mais je suis à 1 heure de Marseille environ. Ouais. Ok, excellent. J'ai un très bon ami à moi, Xavier Lafay. Je sais pas si tu connais Xavier. Non. Okay, Il est à Marseille? Je pense que non, il est de Nice. Et puis, Ouais. c'est lui actually, je l'ai manqué. Il est venu en Turquie récemment pour entraîner l'équipe nationale de Muay Thai française. On s'est juste manqué. Mais Xavier, lui, il est un peu l'arbitre par excellence en France. Donc, la plupart des gros combats, c'est lui qui les arbitre, Xavier. Shout out à toi. Et puis, oui, on était supposé regarder ensemble pour aller à Nice potentiellement. Donc, peut-être revenir aux sources pour toi. Ah bah, tu sais quoi, ma famille habite à Nice. Donc, si tu fais un stage à Nice, franchement, j'en serai. J'ai un peu l'ambition aussi, alors j'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais tant qu'à faire, je le place, d'élargir un petit peu le public en tournant quelques petites vidéos. Un peu comme tu sais ce que fait Greg MMA sur Karaté Bushido, à un niveau bien sûr plus petit, parce que je débute complètement là-dedans. Puis j'ai pas du tout son niveau martial non plus, hein. Je suis un combattant amateur, moi. Donc, mais si je pouvais un petit peu mettre les gants avec mes invités, ce serait formidable. Très bonne idée. Filmer ça. Histoire de montrer un peu la crédibilité de votre hôte sur ce podcast, même si j'ai mon petit niveau, mais voilà. Tu devrais appeler ton podcast Whack, Vac, mais oh oui, Whacked by Vac. Tu sais qu'avec mon frère, que je salue au passage, qui donc a le même nom de famille que moi, on a pensé plusieurs fois à faire des jeux de mots avec notre nom de famille aussi. En anglais, tu mettrais Whacked par Vac. C'est cool. Je note l'idée. Mais voilà. de Karaté Bushido, un autre. Dans les dernières années, ça a été très, très difficile, très triste parce que j'avais justement planifié avec Karaté Bushido d'aller. J'avais j'étais supposé être l'invité d'honneur pour je sais pas quelle année, c'était 2018, je crois, je suis pas sûr, mais j'étais l'invité d'honneur pour le Festival des arts martiaux. On avait préparé une belle démonstration et tout, à la Core Arena et tout, et ça a été cancellé à cause du COVID. Donc, très triste encore. Beaucoup de choses qui se passent, mais on garde, on garde le bon moral. Ça va aller mieux. Ça marche. Ouais, d'ailleurs, par rapport au Covid, alors sans qu'on passe tout le podcast là-dessus, je sais que tu as été très fortement impliqué dans la lutte contre un peu l'oppression qu'on a pu subir partout. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas mal suivi parce que, bon, je te le dis d'avance, je suis plutôt tout à fait d'accord avec toi sur toute la ligne. Mm-hmm. Et on a beaucoup subi en France, notamment des gens assez proches de moi qui ont subi économiquement cette crise-là.
Aujourd'hui, il y a un peu moins de restrictions. Les gens ont tendance un petit peu à oublier tout ça et à recommencer à ne pas s'intéresser à leur santé. Je sais que toi, tu es très attaché à ta santé. Mhm. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es devenu végétalien à la base, hein, il me semble. Ouais. C'était pour des raisons, c'était pour des raisons personnelles au début et au fil des mois, j'ai commencé à m'intéresser aux raisons éthiques et maintenant, je te dirais, c'est la seule raison pourquoi on reste végétalien à la base parce que si on le fait seulement pour des raisons santé et on le traite comme une diète, donc plant-based, comme on dirait, Mm. comment on dit en français? Plant-based, Ouais, donc on dit à base de, végétalien base de ou vegan. Maintenant, le mot vegan est rentré dans le dictionnaire français maintenant. Tamam. OK, parfait. Donc, je te dirais, il y a une différence, il faut faire une différence pour les gens qui ne sont pas au courant, ou même pour des véganes qui sont, de bien dire les mots parce que il y a le mot, tu sais, vegan, ça fait allusion à la position philosophique ou éthique Oui. euh, et la partie végétalien qui est plus, qui fait aspect plus qui fait référence à la diète. Et si les gens font seulement deviennent végétaliens ou pour des raisons de santé, on sait très bien que nous, les humains, on ne fait pas toujours attention à notre diète. Il y en a qui prennent de l'alcool, de la drogue, on mange des choses qui ne sont pas très bonnes souvent. Donc, plusieurs fois, et la plupart des gens vont tricher sur une diète. Mais tu ne peux pas tricher sur une position éthique bien ancré au profond de ton cœur. Donc, je dis toujours que je sais que les gens vont tricher et vont manquer à leur diète s'ils le traitent comme une diète. Et donc, il faut vraiment, pour s'assurer la longévité et de rester vegan, et c'est pour ça que je dis toujours, si tu es vegan, tu l'es pour le restant de tes jours. Sinon, tu n'as jamais été vegan. Parce que tu peux pas te lever un matin et dire, moi, je suis végétalien, je suis vegan, je veux faire attention à ce que je mange et je veux protéger les animaux, donc je ne veux pas inclure les animaux dans ma diète. Et tu te lèves un autre jour, un an plus tard, et dis, tu sais quoi? Moi, je veux manger les animaux, je veux les tuer, ça ne me dérange plus. Donc, tu n'as jamais été, à l'intérieur de toi, tu n'as jamais été un vrai végétalien, parce qu'un vegan. C'est ça ma position et je vais me battre pour les animaux pour le restant de mes jours. Bah, déjà, merci pour les animaux. Ouais. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Autant pour quelqu'un qui n'est pas du tout vegan qu'il fasse ça peut-être les choses progressivement, Oui. je le conçois et j'encourage les gens à le faire parce que je sais que ça peut être difficile du jour au lendemain de changer toutes ses habitudes alimentaires, surtout si elles sont vraiment mauvaises à la base. C'est-à-dire ceux tu sais, t'as des gens aujourd'hui qui mangent des pâtes et de la viande à tous les repas, quoi, tu vois. Donc Mhm. là, tu te demandes un peu qu'est-ce que tu vas manger, des pâtes à rien, quoi. Et Mhm. c'était un peu mon cas au début. Donc, faire les choses progressivement pour soi, pourquoi pas. Faire des exceptions de temps en temps, c'est un peu particulier. Je sais que certains arrivent à vivre comme ça. Ça reste quand même beaucoup moins nocif pour les animaux que le reste. Maintenant, quand on a des convictions, revenir totalement en arrière, comme toi, je ne le comprends pas du tout. Non, Euh, exactement. Là, et quand on parle de ça, moi, je suis rendu, ça fait 3 ans que je suis vegan et c'est comme quand on dit, tu as raison, il faut prendre notre temps. Ça m'a pris plusieurs années avant de faire le move, de faire le switch. Puis ça l'a pris, je te dirais, même ma femme me disait, hey, Dave, on devrait aller végétarien, on devrait couper la viande. Et je disais, non, moi, je suis un vrai homme, je mange de la viande. Et c'est moi qui disais non, non, non. Et éventuellement, j'ai regardé Game Changers, le film sur Netflix. Et là, mhm. ça a été le déclic. J'ai dit, je veux plus le faire. Mais au début, j'avais quand même depuis plusieurs années avant ça, j'avais déjà comme l'idée de couper la viande. J'avais même été un peu comme pescatarian. Mhm. Juste, je mangeais un petit peu de poisson. Donc, avant de faire le switch complètement à vegan, j'avais commencé à manger seulement des fruits de mer. Et encore là, désolé, je n'aime pas s'appeler fruits de mer parce que ça, Pas des fruits. exactement, we objectify, on objective les animaux de la mer. En Donc, fait, on utilise beaucoup de mots pour ne pas dire que c'est un animal, en fait. bien dit, absolument. Et tu vois, même encore moi, après 3 ans, en étant un activiste, j'ai même dit ça parce on était élevés depuis ma tendre enfance à appeler en anglais, c'est une vache, on appelle beef, au lieu de l'appeler Ouais.
cow. On l'appelle, je sais pas en français, c'est du porc ou c'est quoi, du porc ou du. Il y a juste Ouais, ouais, en tout cas, en jambon, anglais. en français, on dit souvent du jambon, du jambon. Ah, tiens, est-ce que du jambon, c'est un animal? Bah oui, du jambon, c'est de la viande. Et je pense que s'il y a un bon conseil à donner aux auditeurs qui se posent un peu des questions, qui ne sont pas véganes, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est sans vous dire forcément devenez tous véganes tout de suite, c'est posez-vous la question quand même, parce que je vois trop souvent des gens qui me demandent est-ce que ça, c'est vegan? Est-ce que ça vient des animaux ou pas? Et ça, tout le monde devrait le savoir. En Exact. réalité, tu dois On se fait savoir ce que mentir. tu manges. On se fait mentir depuis notre enfance par les publicités, des milliards de dollars injectés pour nous garder des clients et de forger la clientèle au futur. Donc, même à l'école primaire, quand j'étais jeune, on nous donnait des berlingots de lait. Et ça, c'est le gouvernement, donc le système d'éducation. Quand j'étais jeune, on recevait des berlingots de lait à l'école. Ouais. Et ça, c'est l'industrie laitière qui payait le système d'éducation. Le système d'éducation, le gouvernement acceptait les fonds de cette industrie privée-là. Et ce que ça faisait, c'est que ça forgeait la clientèle plus tard. Parce que moi, j'étais un grand consommateur de lait, de crème glacée et tout et tout. Et ce qui est illégal à faire avec des cigarettes pour les jeunes. On peut mettre des cigarettes fruitées et ils ont mis une loi au Canada que tu ne peux plus donner des cigarettes sans tabac aux enfants parce que ça les forge comme des clients futurs. Et là, on faisait la même chose à l'école primaire avec le lait de vache. Et ce qui me rend vraiment, qui me rend fou de rage, parce que il justifiait au gouvernement avec des études sponsorisées que tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres. Hein? Tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres. Et donc, il faisait croire au gouvernement qu'ils sont vraiment ignorants totalement face à l'alimentation. Et eux-mêmes ont été élevés sur l'alimentation avec des animaux. Donc, il faisait seulement qu'acquiescer et accepter que l'industrie laitière on dirait, on donne du lait aux enfants à tous les jours. Et si on sait maintenant, c'est qu'il y a un lien avec le cancer du sein pour les femmes, avec la consommation de lait de vache et aussi un lien avec le cancer de la prostate chez les hommes. Il y a même une loi qui, pour ceux qui se posent la question, il y a même une loi dans la plupart des pays dans le monde comment de pu, on peut appeler ça des trucs, c'est des espèces de déchets, quoi. C'est le pu un petit peu qu'il y a dans. Qu'est-ce que vous avez dans la face? Qu'est-ce que vous avez quand on pète un bouton, Ben voilà, c'est du pu, ouais, c'est ça. C'est du pu. Donc, c'est ça qu'on boit dans du lait, en plus de beaucoup d'hormones qui sont supposées, n'oubliez pas, supposées de prendre un bébé vache et le faire grossir à une demi-tonne. Donc, c'est des hormones. Ils vont nous faire croire, avec d'autres études sponsorisées, que le tofu, qui est utilisé depuis des milliers d'années en Asie, en Chine et tout, avec qui ont fait des armées extraordinaires, que ça va faire monter votre estrogène, mais le lait de vache, avec absolument beaucoup d'hormones, le tofu est plus néfaste. Donc, c'est complètement faux. La différence, il y a du phytoestrogène dans le tofu et ça n'a pas d'impact sur les humains, mais tandis qu'il y a des hormones de croissance et de l'estrogène et des choses comme ça qui sont vraiment dans le lait de vache, un autre mammifère, comme ça a un vrai impact, noticeable impact sur les humains. Tout ça pour dire que je suis absolument dégoûté que pendant plus de 28 ans, j'ai bu du lait. Quand on dit lait, on parle du fromage, on parle du yogourt, on parle de ça. Tous les dérivés. Exactement, c'est ça. Parce que je vois je vois souvent des gens qui me disent ah, mais moi, c'est bon, je ne bois pas beaucoup de lait. Mais je dis est-ce que tu manges du fromage? Oui. Ah, OK. Est-ce que tu bois du yogourt? Oui. Du kéfé? Oui. Tout ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est partout, même dans la protéine de lait. Je vous conseille, les boys, les gars, si vous écoutez ça présentement, ne buvez plus, mangez plus jamais de whey protein dans votre protéine. Prenez de la protéine de petits pois, prenez des protéines qui sont véganes, qui n'ont pas de whey ou de dérivés de lait, parce que le lait, les gars, c'est absolument nocif, c'est cancérigène, c'est même. Mais on ne parle même pas du côté éthique. Là. On parle juste que c'est pas bon pour vous, pour nous, les humains, les homo sapiens. Et si on va du côté éthique, il faut savoir, même moi, je ne savais pas jusqu'à tout récemment, quelques années passées avant d'aller vegan,
on voit souvent si tu vas sur Google et tu écris vache laitière, tu vas voir des belles vaches dans un pâturage vert. C'est très beau, c'est très beau. Et on n'est pas éduqué par rapport à ça. Tu en parlais au début, Martin, tu disais, on ne sait pas beaucoup de choses, on se fait mentir sur des noms et tout et tout. Je vais juste faire sûr que ce point-là est véhiculé. Beaucoup de mes amis, je leur demande souvent, je dis, est-ce que tu sais comment le lait est fait? Ils disent, ben, on traite une vache. Je dis, ouais, mais comment elle fait du lait? Ils disent, ben, ils font juste du lait par défaut. C'est une vache, ça fait du lait. On oublie que pour faire du lait, une vache doit être une maman. Donc, elle doit être enceinte. Et moi, ça touche vraiment près de mon cœur présentement parce que. Mais j'imagine, toi non plus, avant de passer vegan, tu te posais pas la question. Enfin, moi, je ne me posais pas la question, quoi. Je m'en suis rendu compte qu'après, quoi. C'est dingue, c'est un savoir de base. On apprend tout ça à l'école petit et on l'oublie. On se fait mentir, donc on ne peut pas s'en vouloir, Martin. On ne peut pas s'en vouloir parce que on peut pas être, on se fait mentir par des industries, des gens qui sont des experts en publicité et ils nous font des publicités avec The Rock, The Rock ou des athlètes, des basketball players avec une moustache de lait. Et tout ça, c'est fait tellement ingénieusement parce qu'ils ne peuvent pas dire, si on regarde les publicités, ils ne peuvent pas dire que c'est bon pour la santé. Ils ne peuvent pas dire que c'est safe. Ou non, mais ils utilisent des techniques détournées. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez eu beaucoup au Canada, mais je sais qu'en France, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne regarde même plus la télé parce que ça m'énerve ce genre de truc. Mais à l'époque, il y avait une pub qui tournait tout le temps où qui te disait « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Et ils te disent pas que c'est bon pour ta santé. Ils disent c'est tes amis pour la vie. Ils te disent tu vas en boire toute ta vie. Tu vois, mais ils te disent pas que c'est bon. C'est bien dit. Vous disiez aussi au Québec, ça jouait beaucoup. Un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Je ne sais pas si vous l'aviez en France, celle-là. Voilà. Non, je n'en ai pas eu, mais c'est pareil. Ça veut rien dire en soi. Mais toi, ça te donne le message qu'il faut que tu en bois plus. C'est très vrai. Ça me fâche maintenant de regarder avec rétrospection. Mais juste pour finir avec ce qu'on disait, donc il faut que la vache soit enceinte et une fois que le bébé, le veau sort, il faut vraiment comprendre que si on boit le lait, le veau ne peut pas boire de lait. Donc, il kidnappe le bébé dès la naissance. Les vaches sont extrêmement tristes. Ils crient au meurtre. Ils cherchent leur bébé. Et moi, je viens d'avoir mon fils. Il vient tout juste d'avoir 1 an. Et je me dis, waouh, imagine si on aurait enlevé mon fils à la naissance, comment ma femme et moi, on aurait été dévastés. Et c'est juste ignoble qu'on fasse ça à répétition, année après année, pour la même vache. Donc, on lui vole ses enfants à plusieurs fois dans sa vie et on l'abuse et on l'exploite pendant plusieurs années, donc je veux dire environ 4 ans. Donc, elle est elle est mise artificiellement enceinte, on l'abuse et tout et tout. Et après 4 ans, d'habitude, les vaches vivent jusqu'à à peu près 20 ans. Ils vivent très longtemps, mais avec l'abus qu'on lui donne que ce soit dans les industries industrialisées, ou même les fermes locales, comme on dirait, il les tue environ à 5 ans, 4 ou 5 ans. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces vaches-là par la suite, qui sont complètement épuisées et fatiguées et tristes? On les emmène à l'abattoir pour être devenus en viande. Donc, les gens qui sont à l'écoute en ce moment et qui pensent qu'être végétarien, pour végétarien, donc on parle des gens qui ne consomment pas de viande animale, mais consomment du lait, vous êtes aussi pire que les gens qui mangent de la viande. Parce que l'industrie laitière, elle est cruelle, elle est ignoble et elle est en anglais, on dit dairy is murder. L'industrie laitière, c'est l'industrie de la viande, la même chose. Donc, si vous êtes végétarien pour des raisons éthiques, vous êtes dans le champ et vraiment dans le champ, comme on dit au québécois, je ne sais pas comment on dit en français, mais vous êtes vraiment perdu parce que c'est la même chose. Donc, soit dans mon livre à moi, soit tu es végétalien ou tu n'aimes pas les animaux. Tu ne peux pas aimer les animaux et les manger. Puis là, on se dit, ouais, mais Dave, je les tue pas, moi. Je les tue pas, je fais juste l'acheter au supermarché. Je les tue pas, Dave, là. Moi, je suis pas un tueur, là. J'aime les animaux, je fais juste les manger. Ton argent, c'est ton vote. Si tu votes pour ça au supermarché ou au restaurant, avec ton Tinder date, ta Bumble date, tu t'en vas manger un restaurant avec... Tu votes pour continuer cette industrie-là. Donc, ton vote, ton argent, c'est ton vote. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ça,
ne vote pas pour, ne l'achète pas. Exactement, et je pense que pour ceux qui écoutent, le simple fait de se poser la question, de se dire je ne tue pas l'animal, je ne fais que l'acheter, sous-entendu, je ne le tuerai pas si je devais le faire, ben, ça devrait vous faire réfléchir. Parce que Puis, si vous n'êtes pas capable de le tuer, il ne faut pas assumer de le manger d'une certaine façon. puis entre autres, Alors, exactement, Martin, oublie pas aussi, si toi, tu voudrais me tuer, hein, tu voudrais m'assassiner, tu irais payer un hitman ou un assassin, et est-ce que tu serais aussi coupable que lui, selon la loi, ou même selon des raisons éthiques? C'est toi qui as payé pour, donc tu es aussi coupable que celui qui a fait l'acte. tout à fait. Et c'est difficile alors je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui soient en transition et que c'est un discours qui paraisse violent. Donc il faut Et penser à qu'est-ce qui est violent, right? Ah, Martin, qu'est-ce qui est violent? Celui qui veut arrêter la violence ou Exactement. dire. Non, C'est c'est là que moi, je suis rendu très extrémiste par rapport à ça, je l'assume, mais un extrémiste dans le bon sens, un extrême pacifiste. Parce que des fois, on dit ah, mais Dave, moi juste de temps en temps, je mange un petit steak la fin de semaine. Ah oui, ben moi aussi, moi, quand je vais en Thaïlande, je vais seulement violer des petites filles en Thaïlande une fois par année. Juste quand je suis en Thaïlande. Pas la semaine, juste la fin de semaine. Juste de temps en temps. Je veux dire, quelque chose qui est mal tout le temps. Et exactement. pas mal de temps en temps. Et mal tout le temps. Donc, moi, je suis un peu extrémiste. Je veux dire, quand j'ai fait le switch, je l'ai fait tout de suite. Je veux dire, c'est pas comme arrêter à prendre la cigarette. Tu sais, on passe de 10 à 1. Dans mon livre à moi, c'est tu prends la décision éthique dans ta tête que tu ne veux plus faire partie de ce monde ignoble, brutal. Je te dirais, ça peut être difficile au début, mais c'est plus facile quand tu te mets quand tu te mets dans les souliers des victimes. Donc, il faut regarder les films comme Terrien, je pense, ou Earthlings avec Ouais. et ça, je veux dire c'est comme ça devient automatique. Je veux dire, si tu vraiment ça rentre dans ta tête et tu fais la connexion, comme on dit, tu fais la connexion dans ta tête, ben je pourrais manger du riz blanc dès le lendemain. Je veux dire, c'est fini, c'est fini. Tu manges juste du riz avec de l'eau, je veux dire, parce que tu ne veux plus. À chaque fois que tu vas manger, tu vas voir la face de ces Mm. animaux-là dans ta nourriture. Donc, Bah, je ne sais pas si tu connais le discours de Gary Yourofsky, on en a parlé avec Aurélien, mon deuxième invité, Aurélien Duhart, que tu connais peut-être, hein, qui a été quelques fois champion du monde de Muay Thai, et qui m'avait parlé de ce documentaire qui est sorti il y a, je sais pas, une dizaine d'années peut-être, hein, vers le début, quand moi j'ai fait ce switch aussi. Et il y avait quelques vidéos d'abattoirs, quelques vidéos de fermes laitières, quelques trucs comme ça. Et pareil, il m'est arrivé exactement la même chose, c'est-à-dire que mon premier repas, suite à ça, j'ai mangé du riz avec des haricots rouges et de la sauce tomate et rien d'autre. Pas un épice. Et c'était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, hein. Et à ce moment-là, tu te poses la question, tu te dis, ok, est-ce que je suis prêt à renoncer à mon plaisir gustatif, oui ou non? Et à ce moment-là, moi, j'ai répondu oui. Mais je peux comprendre que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Et j'ai envie de leur passer un message, c'est qu'aujourd'hui, cette question, vous n'avez plus besoin de vous la poser. bien dit. Aujourd'hui, on peut manger vegan et extrêmement varié. On pouvait déjà à l'époque, hein, il fallait avoir les compétences, mais aujourd'hui, dans n'importe quel supermarché en Europe, aux États-Unis, au Canada, j'en suis sûr et certain, Ouais. on peut tout trouver, tout ce qu'on veut, des choses qui ressemblent à de la viande, des choses qui n'y ressemblent pas. Ouais. Peu importe, il y en a pour tous les goûts. C'est quelque chose qui est devenu extrêmement facile, même au restaurant. Ouais. Donc, il faut que les gens soient curieux. Même ici en Turquie, même qui est un pays très encore derrière par rapport à ça, il y a beaucoup de restaurants véganes qui apparaissent. À Istanbul, à Londres, je disais même à Dubaï, je retourne là le mois prochain. C'est partout. Donc, les options sont très, très répandues. Je te dirais, comme tu dis, ça a dû être très difficile dans les années 80 d'être vegan. Mais il n'y avait pas beaucoup de choix en 1980. Mais maintenant, je veux dire, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. C'est clair, c'est clair. Et puis l'excuse souvent que les gens donnent, c'est le plaisir. Je comprends que l'être humain marche beaucoup au plaisir. Et je comprends que ce soit un problème. Maintenant, ce qu'il faut penser, c'est que pour vous, pour la personne qui mange, c'est du plaisir. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il fallait violer un être humain, une petite fille ou quoi, pour le faire, la plupart des gens, ils ne le feraient pas. C'est juste qu'ils ne se posent pas la question que derrière, il y a un animal qui souffre. Il faut reconnecter un petit peu son alimentation avec comment elle est faite. Vous avez les ressources sur Internet, bien sûr, il y a des vidéos de partout. C'est dur à voir.
c'est sûr, ça agresse les yeux. Mais si ça agresse les yeux, bah, c'est que justement, il y a quelque chose qui réagit en vous. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux voter? Comme tu l'as dit, on vote avec nos billets de banque, avec notre carte bancaire, on vote tous les jours. On Oui. vote presque plus sans vouloir me faire des ennemis hein, sur le plan politique. Je trouve qu'on vote plus avec nos billets qu'avec un bulletin de vote aujourd'hui. Absolument. Ah, c'est pas plus, c'est complètement vrai ce que tu viens de dire. On vote seulement avec notre argent. Parce qu'au bout de la ligne, les votes, sans décourager les gens, je veux dire, au bout de la ligne, on est contrôlé par une poignée d'oligarques et ils vont faire ce qu'ils veulent avec peu importe ce qu'on décide. Mais si on décide d'aller voter et disons, de boycotter certaines compagnies, ils ne peuvent pas nous forcer de l'acheter. Donc, vraiment, c'est vrai, on vote on décide. C'est pour ça qu'on ne réalise pas à quel point la société elle est puissante quand elle est unie. Il ne faut pas oublier que justement, les gouvernements sont élus pour travailler pour nous. Donc, la société appartient au gouvernement, mais on oublie souvent que c'est le cas. La plupart des gens croient qu'on on est je veux dire, mais on est comme des sous-citoyens. Le gouvernement décide tout pour nous, mais en réalité, c'est nous qui décidons, c'est nous qui payons le salaire de ces employés-là fédéraux et tout et tout. Mais je voulais juste continuer avec une anecdote, Martin, par rapport à qui va peut-être toucher plus les hommes, malgré que c'est une situation qui peut toucher les femmes aussi. Mais j'ai un docteur qui m'a écrit en privé sur Instagram et qui m'a dit Dave, merci de parler. Lui, il est vegan, mais il n'est pas actif sur les réseaux sociaux. Tout récemment, j'ai eu beaucoup de. Pas récemment, mais il m'avait écrit parce que cette journée-là, il avait reçu un autre homme dans son cabinet qui avait des problèmes cardiovasculaires. Et il me dit Dave, c'est drôle ce que tu as posté aujourd'hui parce que j'avais posté quelque chose par rapport au problème érectile pour ceux qui consomment beaucoup d'animaux. Et parce que, n'oubliez pas, on ne peut pas avoir des dépôts de cholestérol. On appelle ça de la artérosclérose, en anglais, artérosclérosis, donc des dépôts de cholestérol dans nos veines, dans nos artères. Et ils sont seulement possibles avec des produits animaux, donc pas les produits animaux, mais disons la viande animale. Malgré que tu peux peut-être, si tu consommes, tu bois des gorgées de coconut oil, d'huile de coconut, tu pourrais peut-être éventuellement, si tu as... Personne ne fait ça, quoi. Mais règle générale, c'est seulement possible avec ouais, avec du lait, des œufs, du fromage et de la viande à outrance, quoi. Qui, par contre, est souvent consommé par beaucoup de gens, quoi. Oui, à tous les jours. Donc, moi-même, j'ai consommé ça toute ma jeunesse. Mon père, qui a maintenant 60 ans, continue de consommer ça. De la mayonnaise avec des choses comme ça, etc. Et puis, il me disait que la plupart des gens qui rentrent dans son cabinet, qui ont des problèmes cardiovasculaires, donc qui ont eu peut-être en anglais un stroke, donc une hémorragie dans les veines au niveau du cerveau, ou un arrêt cardiovasculaire, donc un arrêt cardiaque, ou une opération cœur-ouvert. Il dit, tous ces gens-là, Dave, il m'a dit avec un petit pince sans rire, un petit sourire, il dit, tous ces gens-là ont des problèmes érectiles. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, on a la plaque de cholestérol dans les veines, il appelle ça une plaque. Il dit, moi, je réfère ça à un plaque dick. Donc, un pénis, un plaque dick, un pénis plaque. Je ne sais pas comment on pourrait dire en français. Ouais. En fait, c'est assez logique. C'est que quelque part, pour ceux qui ne comprennent pas, avant d'avoir un infarctus, avant d'avoir des gros problèmes, le diamètre de vos veines diminue avec le cholestérol. Donc forcément, le débit sanguin, il est forcément impacté. Et donc les problèmes érectiles, ça vient souvent ça peut venir d'un problème de débit sanguin. Donc c'est logique, une relation. Tu parles vraiment bien. Je l'explique très bien. C'est exactement ça. Le débit sanguin est réduit parce qu'il y a des dépôts de cholestérol dans les artères pénales, ou pas pénales, mais les artères du pénis. Donc, les artères sont très petites au niveau du pénis comparé aux artères dans le cœur ou dans le cerveau. Tout. Donc si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a des problèmes, il me disait, David, la plupart des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires ont des problèmes érectiles. Donc moi, qu'est-ce qui m'a fait réaliser ça, et ce qui a fait d'ailleurs changer beaucoup de mes amis qui sont devenus véganes par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qui arriverait si on aurait vécu ou on commencerait à vivre une vie complètement
végétalienne ou complètement vegan. Et on n'aurait pas besoin de Viagra ou de Cialis quand on a 60 ans ou 70 ans. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des bonnes érections fortes jusqu'à temps qu'on ait 100 ans et plus? Et qu'est-ce qui... Moi, je suis un peu très... je ne fais pas confiance au gouvernement ou aux grosses compagnies. On nous ment à tous les jours. Et je me dis que ça fait leur affaire, comme en québécois on dit, ça fait leur affaire, ou ça les dérange pas, ou ça leur plaît que la plupart des gens consomment des animaux et non obstruent leur vaisseau sanguin avec du cholestérol, parce qu'ils les attendent à la ligne d'arrivée ou pendant leur vie, ils les attendent avec des médicaments pour diluer leur sang. Donc, diluer le sang ou avec des Viagra, des choses comme ça, ou des maux de tête, ou vous avez un infarctus. Donc, il ne faut pas oublier, j'avais dit ça dans un autre de mes entrevues, qu'il n'a pas d'argent dans les gens en santé et il n'y a pas d'argent dans les gens morts. Donc, est-ce que tu sais, Dave, combien ça coûte un cancer aujourd'hui? Un cancer colorectal, par exemple. C'est pas donné. J'avais vu les chiffres, je ne me rappelle plus exactement, mais on est dans l'ordre de 300 à 400 000 euros ou 300 à 400 000 dollars. Hein, contribuable. Et aux contribuables, bien sûr, parce qu'enfin, au Canada, c'est peut-être un peu différent, mais en France, toi, tu as un cancer, tu ne lâches pas 1 euro de ta poche. Donc, tu ne t'en rends pas compte. Par contre, cet argent, il transite et il rentre. Il rentre pour l'hôpital. Donc, il y a un business énorme autour de la mauvaise santé des gens. C'est très bien dit. La législation, elle est faite par qui, vous pensez? Par les grosses compagnies, les conglomérats. Ils disent on veut pas que vous arrêtez de manger les animaux. Ils ne veulent pas que vous arrêtez. Et c'est ça, moi, qui un peu, on parlait tantôt, le mouton noir. J'ai jamais aimé faire comme tout le monde. Et qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde mange des animaux. Tout le monde se fout de leur santé. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire l'inverse. Et c'est une de ces facettes-là aussi. Donc, dans ma diète, dans ma manière de penser, je veux avoir de la compassion, je veux bien manger et je ne veux pas être un pion dans leur agenda parce qu'ils font de l'argent avec les gens pas en santé, comme tu dis. Pendant toute leur vie, de 20 ans à 65 ans, ils vont faire de l'argent avec vos Advil, avec des pilules, avec des... Peu importe c'est quoi, ils vont faire de l'argent avec... Ils ont fait de l'argent avec nos parents. Ils peuvent faire de l'argent avec nous encore. C'est à nous de décider, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on questionne tout? Moi, ça me fâche qu'on ne se questionne pas pourquoi les grosses compagnies ont le droit de venir dans nos écoles et de faire des publicités et pensent seulement à leur poche. Mais pour une fois, est-ce qu'on peut penser à nous et à nos enfants futurs et à nos progénitures, à nos petits-enfants? On peut dire, tu sais quoi? On va briser le cycle de mensonges, on va briser le cycle que nos parents n'ont jamais eu la chance de questionner. Ce n'est pas leur faute qu'ils n'ont pas dans leur journey, dans leur vie. Mais nous, c'est notre devoir en tant que nouvelle génération de briser le cycle et de questionner tout. Oui, et puis on ne peut plus dire de nos jours qu'on ne sait pas. Enfin, on peut dire qu'on ne sait pas, mais on ne peut pas dire que l'information elle est inaccessible parce que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Bien dit. Voilà. Et d'ailleurs, tu parlais de ton père tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il avait 60 ans. Mon père aussi a 60 ans depuis cette année. Donc, on doit avoir à peu près le même âge. Je crois que tu es 91 ou 92, toi. Ouais. Ton année de naissance, ouais, c'est ça. Moi aussi, 92. Donc, j'ai 30 ans aussi. Et donc, mon père a à peu près le même âge que le tien. J'ai eu la chance que mes parents soient devenus véganes aussi comme moi, quelques mois après. Je ne sais pas si toi aussi tu as cette chance. Non, malheureusement. Voilà, franchement, je les remercie, j'en profite parce que je sais qu'ils forcément ils font partie des auditeurs et c'est quelque chose qui personnellement me rassure énormément parce que si tu veux, mon père il a 60 ans aujourd'hui, là où les pères de tous mes collègues ils commencent à découvrir le bonheur des coloscopies et de ce genre d'examen pour aller voir un peu dans ton trou de balle si tu as un cancer ou pas, ça ils se posent pas la question, tu vois. C'est normal, exact. Et franchement, je me remercie le destin d'avoir découvert ça aussitôt pour pouvoir aussi influencer un petit peu mon entourage. Est-ce que toi aussi, tu as un petit peu eu le sentiment de faire bouger un peu les mentalités dans ton entourage?
Oui, oui, je me sens un peu comme je dois répondre la bonne nouvelle. Et justement, ma femme, on est devenus véganes ensemble. Mon enfant, qui a 1 an maintenant, a jamais mangé de viande, donc c'est cool. La plupart j'ai comme une règle d'or dans mon équipe présentement. J'ai plusieurs employés et je travaille pas avec eux s'ils sont pas véganes. Parce que, donc, je leur dis, ça veut, moi, dans mon livre à moi, je veux simplement, je veux votre bien, je veux votre bonheur, je veux votre santé, mais aussi, c'est que ça veut dire beaucoup sur la personne que vous êtes. Parce que si vous n'avez pas la compassion au cœur de votre. Je leur dis ça aussi, si vous n'avez pas la compassion au cœur de vos croyances ou de votre personne, je veux dire, qu'est-ce qui me dit, comment je peux vous faire confiance, qu'est-ce qui me dit quelle personne que vous êtes, comment je peux. Je veux dire, je veux m'entourer des gens qui ont la même mentalité. Donc, je veux dire, on va tellement avoir de froid, ça va m'achaler, comme en québécois on dit, ça, je ne sais pas si tu comprends le mot achaler, ça va ça va me ticoter, ça va me déranger à tous les jours s'il y a un employé qui ne l'est pas. Je veux dire, ça va me déranger à tous les jours. Ça va vouloir faire des speeches à tous les jours. Hey, qu'est-ce que tu attends? Let's go. Donc, oui, je te dirais, on est une dizaine, une quinzaine en Turquie qui ont toutes fait le switch à cause de ça. Donc, c'était que tu veux travailler pour moi? On est une compagnie, on est une équipe plein d'amour, plein de compassion. Mais on se laisse pas faire. On combat. Je veux vous entraîner à chaque jour. Donc, ils doivent s'entraîner. Donc, c'est pas simplement dans mon livre à moi, by the way. Pour répondre à la question, oui, il y a beaucoup de mes amis l'ont fait aussi. Malheureusement, ma famille, non. Mais beaucoup de oui. Mais ça pour dire que véganisme ou le végétalien ou le véganisme, pour moi, c'est pas seulement pour, euh, pour soi ou pour les animaux, pour notre santé. Je le vois comme un peu le philosophe Léo Tolstoï l'avait dit, malgré que lui, il n'était pas vegan, il était végétarien apparemment, mais il était sur la bonne voie. Il avait dit... C'était une autre époque aussi. Oui, exact, exact. Il avait dit en anglais, je peux le traduire. As long as we're going to have slaughterhouses, we're going to have battlefields. Aussi longtemps que nous allons avoir des abattoirs pour les animaux, nous allons avoir des champs de bataille. Et ça m'a touché très, très profondément. J'ai compris que j'ai compris que veganisme était la base pour l'élévation ou l'évolution de la race humaine. Donc, pour moi, c'est pas seulement ça. Je me dis, si on n'est pas capable d'être des bénéfacteurs ou des protecteurs ou être gentil et avoir de la compassion pour les animaux, des êtres inoffensifs, comment allons-nous être bons et avoir de la compassion pour soi et autrui? Je veux dire, moi, je suis vraiment convaincu que si, disons, les gens qui sont en guerre présentement dans le monde étaient végétaliens ou véganes, parce que je ne sais pas végétalien, c'est la diète, ils étaient véganes au fond de leur soi et avaient la conviction de vouloir être le plus positif possible, je suis convaincu qu'il se donnerait une caresse à la place. Il ne voudrait pas se tuer, tu comprends? C'est ça, le véganisme, pour moi, c'est être... la définition même, c'est de réduire la cruauté autour de soi le plus que possible. Donc, c'est ça. Le mot, Martin, c'est possible. Te couper, Dave, mais c'est vrai que je trouve que les gens se confondent beaucoup trop souvent la violence et la cruauté. Parce que la violence, et souvent on nous dit ça, hein, comme le discours que tu as depuis tout à l'heure et que j'ai aussi un peu, c'est qu'on peut avoir des propos qui peuvent être violents. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, tu pratiques un sport violent. Moi aussi. Le podcast s'appelle Vegan Fighter. Donc j'interviewe quasiment que des fighters, donc des gens qui pratiquent des sports où il faut taper l'autre personne en face. C'est violent, mais ce n'est pas cruel. Parce qu'en face de toi, tu as un gars qui, dans ton cas, tu es un combattant professionnel qui a signé un contrat, qui est payé en plus pour le faire, qui est consentant. Lorsque vous consommez la chair d'un autre animal ou le lait, etc., derrière la souffrance, c'est pour un être qui n'est pas consentant. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'était pas d'accord. Même, tu sais, il y a des gens qui arrivent mais je ne trouve pas mon mot. Tu sais, à comparer la violence que tu peux retrouver dans une corrida, tu sais, le bullfighting en anglais, avec ce qu'on a dans un sport de combat. Ça n'a rien à voir. Je peux répondre à ça? Vas-y. Je trouve ça complètement irresponsable et
malhonnête de comparer à ça parce que, d'un, dans la corrida ou dans d'autres sports, dans un abattoir, par contre, pardon, il tue la personne, il tue la créature à la fin du combat. À la fin d'un combat, moi, je donne une caresse à mon adversaire, on se lève les bras, on se met à genoux des fois pour se saluer, on prend une photo ensemble. Le mot-clé que tu as dit tantôt, c'est le consentement. Qu'est-ce qui fait la différence entre un viol ou une bonne séance de sexe? Le consentement. C'est quoi qui fait la différence entre un meurtre ou un suicide assisté? Le consentement. Qu'est-ce qui fait la différence entre, je veux dire, tout ça, le mot-clé ici, c'est que on est des gens, que ce soit amateur, au niveau amateur, on est consentant. Au niveau professionnel, on est payé, entraîné, et on le fait volontairement. Et à la fin, on ne se tranche pas la gorge. Donc, c'est complètement malhonnête de comparer ces choses-là parce que c'est un sport. Et même que il y a des sports qui sont aussi comme même des sports qui ne sont pas reconnus comme des sports de combat, mais comme le football ou le hockey. Ils se battent comme ça. C'est-à-dire, c'est même plus dangereux des fois. Par contre, il y a plus de morts en football qu'il y en a, je pense, en boxe taille. Il y a plus de, avec les coups de tête, les commotions cérébrales et tout et tout. Mais mon point, c'est qu'on fait ça volontairement. Et oui, c'est violent, comme on dit, mais le mot, comme tu as dit, tu l'as bien expliqué, c'est pas cruel parce qu'on on s'enlève pas la vie à la fin. Le but, c'est qu'on se tue pas. Donc, quand même, ça me fait tellement de la peine d'entendre ça parce que même ma mère m'avait mentionné ça pour le fun. Elle dit, Dave, tu sais, tu t'entraînes, tu fais des combats, mais tu es vegan. Comment tu expliques ça? Je dis, comment j'explique ça? Calice, en québécois. Calice, c'est un mot. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Martin, le mot calice. C'est un mot, c'est comme un sacre. C'est un sacre. Ah oui, d'accord. Ça vient, du calice dans l'église. Ouais. Donc, je veux dire, calice de tabarnak. Ça, c'est un autre mot d'église. On ne se tue pas à la fin du combat. Et je veux dire, ça m'a vraiment fâché. Je le vois souvent dans mes commentaires des fois, ou dans YouTube ou Instagram. Les gens disent comment tu peux comparer ça? Donc, je suis tanné, je ne veux plus parler de ça. Je veux dire, on est plus loin que ça. Là. On comprend la différence entre un abattoir ou un combat. Comment? Ouais, non, mais c'est clair, ça n'a rien à voir entre. Donc voilà, faut vraiment que les gens ils fassent la différence entre violence et cruauté et qu'ils se concentrent plus sur la cruauté que sur la violence parce que la violence, je suis de ceux qui pensent qu'elle fait partie de ce monde et que même on en a pas un besoin, mais on est attiré par ces choses-là. On regarde, tu sais, les vidéos qui sont les plus virales à côté des vidéos de chats où c'est l'inverse, tu vois. Mais c'est des vidéos où il y a de la violence, où il y a des chocs, où il y a des mecs qui tombent, des vidéos gags à l'époque, des trucs comme ça, où tu voyais des mecs se casser la gueule en skateboard ou ce genre de trucs. On recherche un petit peu ce genre de. Il y a un voyeurisme quelque part. D'ailleurs, c'est ce qui aussi fait vivre les combattants, hein, la réalité pour laquelle il y a des gens qui viennent payer pour voir deux mecs se taper dessus. C'est aussi ce qui te fait vivre et c'est compréhensible. Mais derrière, il n'y a pas de cruauté. Voilà, c'est ça. C'est très important de faire cette différence. La plupart des gens que tu vas croiser dans la rue, tu discutes avec eux 5 minutes, tu les connais pas. Si tu leur demandes s'ils sont pour la cruauté, tu vois, ils vont tous te dire qu'ils sont non violents. Ils sont tous fondamentalement contre tous les concepts de guerre, de cruauté, de meurtre, de choses comme ça. Et pour autant, sans s'en rendre compte, ils votent pour. Donc, le message, c'est essayer de vous rendre compte que chaque choix a un impact sur d'autres. Que bien sûr, personne ne peut être parfait. Hein. Je veux dire, ça arrive toujours de commander un article, un t-shirt, quelque chose qui a peut-être été fabriqué par des enfants en Chine ou ce genre de truc. On ne peut pas tout savoir, mais il y a énormément de choses qu'on peut savoir et qui sont sues et qui sont connues et dont on est en train de vous parler là depuis plus d'une heure avec Dave. Donc, renseignez-vous, écoutez un petit peu ce qu'on vous dit et puis allez plus loin aussi. Il y a énormément de données qui sont disponibles sur Internet à n'importe qui a un téléphone ou un ordinateur dans les mains aujourd'hui. Juste rajouter ce que tu viens de dire, c'est la perfection n'existe pas. Donc, le but du véganisme, c'est d'être conscient, de faire la connexion et de devenir une meilleure personne. La perfection n'existe pas. Donc, si vous avez un sofa ou un manteau, au début, quand je suis devenu vegan, ma femme elle avait un manteau de fourrure que j'avais
vraiment cher pour. Il est resté dans le placard un bout de temps. Éventuellement, au fil des mois, ou même on avait, je pense, un morceau de sofa qui était avec du cuir. On a réalisé plus tard qu'il était en cuir. Ça m'a pris un mois. Éventuellement, quand j'avais un petit peu de temps, j'ai commencé à être tanné. Et j'ai dit, je l'ai juste, je pense qu'on l'a mis à vendre ou on l'a jeté. Le manteau de fourrure, on s'en est débarrassé. Je veux dire, la perfection n'existe pas. On est dans un monde complètement chaotique et un peu brisé. Donc, faut se donner un peu de temps. Faut être gentil avec soi-même pour se dire que c'est un cheminement de vie. On va penser à ça pour le restant de nos jours et de vouloir être des meilleures personnes. De ne pas s'en vouloir, comme on dit, de pas être. Et de prendre son temps. Parce que le but, c'est seulement de faire des petits pas et continuellement de s'améliorer. Je suis sûr qu'on pourrait décortiquer ma vie et voir certaines choses ici, mon laptop, peu importe. Mais encore là, n'oubliez pas que le véganisme, c'est jusqu'à de vouloir. Il faut réduire la cruauté jusqu'à pratiquement possible. Donc, n'oubliez pas, c'est le mot pratiquement possible. Je le dis souvent, pour que les gens comprennent, je dis, s'il y aurait un volcan qui tomberait en éruption en Nouvelle-Zélande demain, et que ça serait le plus gros volcan, l'éruption volcanique de la planète, il couvrerait la Terre au complet. Après un petit bout de temps, la Terre serait complètement couverte. Les rayons du soleil ne viendraient plus sur la Terre. Et éventuellement, les plantes tomberaient et mourraient toutes. Après un bout de temps, je n'aurais pas le choix, en tant que vegan, je n'aurais pas le choix d'aller nourrir ma famille. Donc, je chercherais pour n'importe quelle alternative possible. Et éventuellement, je n'aurais pas le choix. Pratiquement possible de réduire la cruauté, éventuellement, je n'aurais pas le choix d'aller chasser. Je ne veux pas le faire, ce serait à contre-cœur, mais moi, dans mon livre à moi, le véganisme, c'est avec ton well-being, donc ton bien-être, et c'est en haut de la pyramide. Et ensuite, c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à, disons, un pêcheur en Indonésie sur une île déserte ou un petit village en Indonésie. Je ne lui demande pas à lui d'être vegan. Je ne demande pas aux êtres en Alaska ou les Inuits au Canada, je ne leur demande pas à eux d'être vegan demain matin. Mais je dis aux gens qui sont en société, les gens qui sont en France, à Nice, à Marseille, au Québec, n'importe où, on peut faire le choix, on peut réduire la cruauté juste as much as practically possible. Donc, le plus en plus, tu peux m'aider, Martin, donc le plus. Ouais, le mieux que vous pouvez avec votre niveau de vie actuel, en fait. Hein. Mais en fait, tu as tout dit, c'est exactement ça. Ce que tu disais avec le volcan, c'est le concept qu'on nous sort souvent de l'île déserte. Tu vois, tu te retrouves tout seul sur une île déserte avec un cochon. Est-ce que tu bouffes le cochon ou est-ce que tu te laisses mourir? Bon, j'ai envie de te dire, déjà, cette expérience est nulle parce que si tu bouffes le cochon, tu vas mourir quelques jours après. Quand bien même, est-ce que tu connais quelqu'un qui vit tout seul sur une île déserte avec un cochon? Moi, non. Par contre, je connais plein de gens qui vivent dans des villes civilisées avec des supermarchés, avec plein de produits véganes et pas véganes à disposition. Et en fait, il faut bien se poser dans la position où vous êtes actuellement et pas dans une position théorique dans laquelle vous vous retrouverez jamais, en fait. Merci. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est que dans les films qu'on regarde, des fois, les super-héros comme Marvel, on voit souvent les super-héros, ils vont aller dans les villes, ils vont aller essayer de défendre les citoyens. Donc, les super-héros vont défendre les plus faibles. Et moi, comment je regarde ça? Donc, en tant que vegan fighter, moi, je trouve que l'état le plus élevé qu'un homme peut être, c'est un protecteur, un defender, un défenseur des plus faibles. Donc, pour moi, un vrai homme ne paye pas ou ne contribue pas à un système brisé et cruel et à l'inverse, va protéger les innocents. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis, dans une quote ou une phrase qui m'a marqué, c'est avoir un cœur tendre dans un monde cruel n'est pas une faiblesse, mais une force. Donc, mais la mauvaise conception que les médias ou les publicités
on nous a endoctrinés au fil des années, c'est que pour être un vrai homme, tu dois manger un barbecue, un steak ou un hamburger, ou peu importe, tu dois manger. Et ils ont inculqué ces choses-là pour nous pousser le plus loin possible de la chose la plus homme, qui est de justement protéger les innocents. Et non seulement ça, mais si on y va encore plus en détail, Martin, qu'est-ce que dans les tribus africaines, peu importe, qu'est-ce que on voit souvent en sculpture? C'est Des animaux. non, des fois des animaux, mais aussi je m'en vais plutôt, disons, qu'est-ce qui définit l'homme? C'est son pénis. Donc, on appelle ça des formes pas phalliques. Ouais. Phalliques, comment on dit ça? Les formes. Ouais, des formes phalliques, des formes de pénis, quoi, en fait. Pas encore plus loin que ça, les formes phalliques. Donc, un homme elle doit être capable de se reproduire, d'avoir une bonne érection jusqu'à longtemps. Donc, encore là, la plupart des hommes qu'on connaît dans nos vies ne sont plus capables après un certain âge. Donc, c'est encore moins homme qu'on le pense. Donc, manger ces choses-là, avoir un surplus de poids comme les Américains, la plupart des Américains, je mettrais ma main au feu qu'ils ont besoin de pilules érectiles, donc le Viagra, des choses comme ça, parce que justement, ce n'est pas homme de bloquer ses artères comme ça, de manger ce junk food-là. Donc, c'est pas homme, c'est avoir un corps comme on connaît la plupart de l'Américain moyen, ce n'est pas homme. Et c'est ce qui est en train d'arriver même en Europe, là. Parce qu'il y a plusieurs années passées dans les années fin 1900, nos parents, ou même avant ça un peu, la plupart des gens, c'était très rare qu'on voyait de l'embonpoint. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, en réalité, ces produits-là, ils ne les mangeaient pas tous les jours comme Exactement. aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, oui, je te dirais que avoir un cœur tendre dans un monde cruel, c'est la chose la plus super-héroesque qu'on peut faire. Et puis, je trouve ça très. C'est ça que j'aime dans ton brand ou dans ton nom, c'est le Vegan Fighter. C'est vraiment, d'après moi, l'ultime chose qu'on peut faire en tant qu'homme. Et non seulement pas être comme que la plupart des gens perçoivent les gens végétaliens, c'est d'être des bons combattants, d'être capable de se défendre, d'être capable d'être fort et d'être homme. Donc, il faut enlever l'idée que vegan, c'est avoir, peu importe ce que j'ai aucun jugement, mais avoir des cheveux multicolores, peu importe comment les gens pensent qu'on est hippie, tu dois être un hippie ou peu importe. Moi, je suis un hippie au cœur, donc c'est pas grave. Mais je veux dire, faut enlever l'idée que tu dois avoir des petits bras, que tu n'es pas fort, tu comprends ce que je veux dire? Donc, C'est faut enlever. exactement le but du podcast, hein. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est pour ça que j'invite des gens comme toi. Alors toi, tu vois, tu parlais des super-héros tout à l'heure. Donc toi, tu défonces des gars à coups de tête dans un ring, tu vois, pour des titres de champion du monde. Et ça se rapproche un peu du concept du super-héros que les gens voient à la télé, tu vois, l'homme fort, etc. Mais en réalité, chacun peut être ce super-héros-là sur le plan éthique. C'est-à-dire que tout le monde, t'as pas besoin d'atteindre ce niveau-là pour dire, OK, demain, j'arrête de contribuer à cette cruauté-là. Donc tout le monde peut participer à ce niveau-là, en fait. Et ça, c'est génial. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Juste parce que je sais que tu dois avoir un timing un peu limité. Juste une dernière question, si tu veux bien. Oui. C'est là, aujourd'hui, ton dernier combat, je crois que c'était en 2020. Mm-hmm. C'est ça, c'était aux États-Unis. Est-ce que tu as eu aussi ton fils entre-temps? Il me semble, tu es devenu papa, félicitations. Merci. Et est-ce que du coup, ça remet un petit peu en question ta carrière? Est-ce que tu veux passer dans une phase de ta carrière qui est moins axée sur les combats ou est-ce que tu as encore envie de combattre? Ah, là, tu rentres dans une autre. On aurait besoin d'une autre heure pour couvrir tout ça. Avant même que j'ai mon enfant, j'étais un peu. Ça a vraiment frappé fort avec la coercion mondiale avec la pandémie, là. Oui. La supposément pandémie. Donc, ça m'a vraiment frappé fort, ça. Ça a accéléré mon processus que j'avais déjà enclenché, qui était d'aller m'isoler dans les montagnes parce que je déteste la société, qu'est-ce qui est devenu. Donc, en gros, je te dirais que je veux utiliser ma position et mes millions de fans à travers le monde pour justement parler du véganisme qui
qui va aider l'évolution de la race humaine en tant que telle, pas seulement de notre diète. Mais donc, ça, c'est mon but depuis je te dirais, mon combat. Donc, en 2020, c'était mon premier combat vegan et contre un carniste, contre un carnivore, beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. Physiquement, je te dirais. Mais je l'ai défoncé. Mais entre le vegan fighter le défoncé, c'est correct. Mais mon point, c'est que je te dirais que j'ai plus le goût de. Bougez pas. Ouais. Vous entendez la prière? Oui, j'entends. Je veux. Ben, ça va être difficile. Je peux pas la cacher. Ouais, c'est pas grave. C'est en fond. On a un petit fond musical. Parfait. Avec ça, mais je te dirais qu'il reste peut-être quelques combats. J'ai un plus gros combat à faire dans ma vie qui est justement ce combat-là. Je disais que c'est. Sans dénigrer ce que j'adore faire, ce que j'ai aimé faire, je disais, combien de belts, combien de ceintures est assez? J'en ai 6. J'ai 6 championnats. J'en ai pas besoin de 20 pour être heureux. Donc, au début, je le faisais parce que j'avais besoin. J'avais besoin pour des raisons financières, j'avais besoin pour des raisons personnelles, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Et maintenant que je l'ai fait, je réalise que, un peu comme que Jim Carrey disait, il a dit dans une entrevue que tout le monde veut être populaire et riche jusqu'à temps que tu le sois et tu réalises que tu n'es pas plus heureux et que tu as plus de problèmes. Moi, j'étais heureux avant même d'être champion. Je le suis encore. Et donc, je n'ai pas besoin de ça pour me donner du bonheur ou de happiness, comme on dit. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Je le ferai gratuitement. I don't need to do it anymore. Fait que là, la question donc, qui a joué en tête dans les dernières années, c'est pourquoi? Donc, pourquoi je le referais? Et la seule bonne réponse qu'il doit se faire dire dans ça, c'est je le fais parce que j'aime le faire. Et je le ferais juste parce que. La question, c'est est-ce que tu ferais. Est-ce que tu peins. Est-ce que si ton plaisir, c'est peindre ou tricoter. La question, c'est est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que tu le ferais s'il n'y avait personne qui l'achèterait, personne ne regarderait tes vidéos? Est-ce que tu le ferais si personne serait dans l'aréna? Et la réponse, c'est oui. Je pense que je le ferais si personne serait dans l'aréna et personne ne saurait le résultat. Je le ferais. Ce qui est impossible, par contre, mais je le ferais pareil. Donc, je te dirais, en gros, puis ça, je veux que les gens comprennent ça aussi pour eux-mêmes dans leur vie aussi, qu'il faut des fois questionner, comme on questionne nos diètes, il faut questionner pourquoi on fait certaines choses et pas tomber dans un sens de cercle vicieux de. Parce que vous ne pouvez pas oublier que la plupart des gens dans la vie sont malheureux. Donc, la plupart des gens vont regarder sur Instagram, vont comparer leur vie, vont faire des choses et vont vouloir avoir des choses matérielles. Moi, mon rêve, Martin, c'était d'avoir une Rolls-Royce. OK, quand j'étais plus jeune. Ouais. J'avais ça sur mon panneau Vision Board, comme on dit. Et là, maintenant que je peux me l'acheter, c'est plusieurs milliers de dollars par mois en paiement, je peux me l'acheter, je ne veux plus le faire parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça apporterait dans ma vie d'avoir ça pour show off, pour montrer à qui? Pour montrer à un étranger dans la rue, pour que je mette de la musique au fond et lui se fout royalement de moi anyway, de toute façon. Tandis que de l'autre côté, je pourrais aller donner cet argent-là au Myanmar ou à certaines personnes. Je veux dire, je peux avoir une belle voiture qui fait comme une Mercedes comme que j'ai, qui est correcte, sans avoir besoin de montrer, avoir une Lambo, avoir ma Maybach ou avoir mon Rolls-Royce. Donc, moi, je pense sincèrement que l'excès comme ça est un signe on essaie de ouais, c'est un signe de doute. Compenser. On essaie de montrer ce qu'on n'a pas. Ouais, c'est un signe extérieur de richesse qui ne veut pas forcément dire qu'à l'intérieur de cette voiture, il y a un gars qui a accompli tout ce qu'il voulait dans sa vie, quoi. Bien dit. Donc, moi, je peux te garantir que Floyd Mayweather, c'est un homme extrêmement malheureux. Conor aussi, je sais, parce qu'ils sont tombés dans l'alcool, dans la drogue. C'est un signe clair d'être malheureux, même que, je veux dire, c'est pas dur à comprendre. Je pense que moi je ne bois pas d'alcool. J'ai une femme. Je veux dire, j'aime ça, les petits plaisirs de la vie et je veux pas. J'aime l'abondance, donc j'aime ça manger des bonnes choses, visiter des belles places, des belles hôtels, des choses comme ça. Mais
pas pour les mauvaises raisons. J'ai pas besoin d'avoir une Rolex plein de diamants. Ça, tu le fais pas pour toi-même, tu le fais pour les autres. Et si quelqu'un dit qu'il le fait pour lui-même, il est menteur parce que est-ce que tu aurais cette montre-là ou est-ce que ça aurait le même impact s'il n'y aurait personne sur la Terre? C'est l'autre question qu'il faut se poser. Est-ce que tu aurais cette montre-là s'il n'y avait pas personne sur la Terre? Et la réponse, c'est que tu t'en foutrais. Tu ne voudrais pas parce que tu n'aurais personne à qui la montrer. Tu serais tout seul tu ne la mettrais pas tous les jours, la montre, parce qu'il n'y aurait personne qui la verrait. Même chose pour la voiture. Tu prendrais sûrement un pick-up à la place, un 4x4, parce que c'est plus pratique. Tu ne prendrais pas une Lamborghini parce que c'est pas pratique. C'est vraiment, la plupart des gens on est dans le véganisme, mais je trouve que c'est tout relié, le bonheur est tout relié là-dedans. La plupart des gens font des choses pour les mauvaises raisons. Et ça l'amène à faire d'autres mauvaises décisions, etc. Il faut s'aimer soi-même à la base. Et si on s'aime, ben, on fait attention à soi. Et une autre chose, c'est qu'on ne peut pas aimer les autres, donc les animaux, ou vouloir faire du bien à autrui si on ne s'aime pas à la base. Donc, je te dirais, le premier step, c'est il faut faire la paix avec soi-même avant de vouloir faire du bien aux autres, parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui écoutent ça en ce moment, que ce soit en France ou d'autres communautés francophones. Comment je peux dire à quelqu'un qui est peut-être pas complètement bien avec lui-même, hey, oublie pas, coupe sur tes plaisirs que tu es habitué à faire, coupe sur tes plaisirs, mais va manger d'autres choses, essaie d'aider les animaux. Ils vont se dire, Dave, je veux dire, pourquoi je m'en fous des autres? Ouais, c'est vrai. Mais paradoxalement, ça peut aussi aider les gens à se recentrer sur autre chose que leur nombril par moment aussi. Parce que c'est des choses qui, et je le dis, hein, et j'assume de le dire, ne sont pas aujourd'hui si difficiles à mettre en place que ça. C'est-à-dire que tu peux aider les animaux aujourd'hui, et là quand je dis tu, je parle à n'importe quel auditeur, tu peux aujourd'hui aider les animaux, réduire le niveau de cruauté dans ce monde en allant dans le rayon du supermarché qui est après le rayon habituel où tu vas et prendre un autre produit. Tu as fait 3 pas de plus que ce que tu aurais fait et tu as mis un autre emballage dans ton caddie de supermarché. Oui, Tu exact. vois, il n'y a aucune différence. En réalité, tu n'investis rien, voire, et ça aussi, c'est un cliché qui a la vie dure, voire ça peut te revenir même moins cher. Et là, je parle pour les gens qui ont peut-être un peu moins de moyens que toi ou moi, et qui ont du mal peut-être à... Les prix ont fortement... Tu sais que la crise du Covid a fait exploser les prix des denrées alimentaires, en tout cas en France depuis le début. On parle de plus de 25 à 30% d'augmentation sur la plupart des produits, ce qui C'est le est but, hein. énorme pour C'est le but, certaines Martin. personnes. Ils veulent nous appauvrir pour pouvoir nous contrôler. Donc, c'est le but. Le premier step, c'était de faire ça. Ensuite, ils font monter les prix. Les gens tombent ils ferment boutique. Et là, mais les gens commencent à avoir besoin d'argent. Donc, éventuellement, ils vont aller avec des subventions. Ça a déjà commencé au Canada. Donc, au Canada, ils donnent des 2000 $ par mois en subvention aux gens. Et donc, les gens s'habituent dans leur tête à devenir dépendants du gouvernement. Donc, le gouvernement leur donne de l'argent. Et ça fait quoi? Les gens peuvent aller sur YouTube tout de suite et voir qu'il y a ça UBI, Universal Basic Income. Donc, il en parle depuis des dizaines d'années de faire un revenu universel de base. Et donc, ils nous préparent déjà à accepter ça. Et les gens sont déjà prêts à l'accepter à main ouverte parce que sur papier, ça a l'air d'une très bonne idée. Mais pourquoi c'est pas une bonne idée? C'est parce que si les gens, si on tombe que le gouvernement nous contrôle comme ça, donc il n'y a plus de liberté. Donc on est à la merci. Si tu es nourri par quelqu'un exclusivement, cette personne-là fait ce qu'elle veut de toi. Et quand cette personne-là, c'est ton gouvernement, c'est pareil. C'est pas parce que c'est le gouvernement que c'est forcément quelqu'un qui te veut toujours du bien, voire l'inverse. Je sais que toi, tu penses plutôt l'inverse. Je suis assez d'accord. Et si tu dépends que du gouvernement, le gouvernement fait absolument ce qu'il veut de toi. Oui, si le gouvernement n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire, avec ce que tu dis, ils peuvent fermer ton compte de banque, ils peuvent arrêter les subventions, ils te contrôlent totalement. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Dave. Je ne sais pas si tu voulais qu'on aborde un autre sujet. Moi, j'ai du temps aujourd'hui, mais sinon, en tout cas, tu as répondu à toutes mes questions. J'ai une dernière question, après ça, je dois y aller. Donc, on peut en faire un autre.
Moi, c'est bon, je t'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais à te poser. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce que, tiens, si elle a une petite dernière question, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, à inviter, peut-être un autre vegan fighter qui est peut-être moins connu que toi, mais qui serait intéressant à inviter, de préférence francophone? OK. Je vais penser à ça. J'en ai pas de francophone en tête, mais non, j'en connais juste des gens anglais, mais qui sont pas. Je vais penser à ça. Je vais te revenir avec ça. Puis, les guys, j'espère que ça l'a aidé peut-être à certaines personnes à entrevoir ou à regarder un peu ce qu'elle peut faire. Mais je te dirais que je me suis jamais senti mieux psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Je m'entraîne tous les jours et mes coéquipiers disent que j'ai jamais été aussi fort parce que justement, je sais pas si c'est un placebo ou c'est parce que justement mes artères sont plus bloquées par du cholestérol. Je sais pas, mais j'ai du cardio énorme et n'oublie pas, hein, les animaux les plus forts, les gorilles, c'est végétalien, l'éléphant, c'est végétalien, et même la girafe, hein, grande girafe. Je me sens extrêmement bien et j'espère que certaines personnes qui écoutent le Vegan Fighter podcast vont l'essayer. Je vous dirais, guys, essayez le végétalien et ensuite, pour aller vegan, donc c'est le step psychologique ou l'aspect philosophique, va venir par la suite. Moi-même, j'ai commencé avec l'aspect un peu plus personnel. Donc, en anglais, on dit selfish, Martin, comme un peu plus égocentrique. Donc, j'y allais pour moi parce que c'était plus bon pour moi et ma santé. Et par la suite, tu peux y aller pour des raisons un peu plus, comment on appelle ça, selfless, donc un peu plus pour aider autrui. Donc, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Comme on dit en avion, hein, quand les masques d'oxygène tombent, il faut mettre son masque avant de mettre le masque pour les autres. Donc, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même en premier. Donc, aidez-vous, prenez votre santé en main. Vous allez avoir des répercussions positives dans plusieurs facettes de votre vie. Et ensuite, après ça, vous allez, sans le vouloir même, vous allez avoir il y a des gens qui vont prendre exemple sur vous parce que vous allez rayonner et les gens vont vous demander Waouh, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu fais? Et vous allez aider des gens sans le vouloir. Et il n'y a rien de mieux. Je pense que dans notre vie, on a une vie à vivre, elle est courte. Et qu'est-ce qui est très plaisant, c'est d'aider. Donc, il faut. Je vous souhaite une belle année 2023, guys. Puis merci d'avoir sur ton podcast, Martin. On va se parler. Merci à toi, c'était un honneur et c'était une discussion super intéressante. Ça aurait été le plus long podcast jusqu'à présent sur Vegan Fighter et je n'ai pas vu le temps passer, donc c'était cool. Quand on s'amuse, on ne voit pas le temps passer. Merci, merci à toi, c'était super cool. Et puis surtout, si tu fais un séminaire en France, je serais super content de pouvoir m'entraîner avec toi, ce serait cool. All right, brother. Prends soin de toi. Voilà, toi aussi. Ciao, bonne journée. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à 1 voire 2 de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.